Céline a 18 ans quand le courrier arrive. Une simple enveloppe blanche avec le logo de l'Université de Lyon, posée sur la table de la cuisine ce matin-là. Elle l'ouvre avec des mains tremblantes et lit les premiers mots qui vont tout changer. Bourse complète, licence informatique et data science, rentrée septembre 2024. Elle relit la lettre 3 fois pour être certaine de ne pas rêver et sent quelque chose d'immense s'ouvrir en elle, comme une porte qu'on pousse après des années. Elle va partir. Elle va étudier. Elle va devenir quelqu'un. Ce soir-là, au dîner, toute la famille a été réunie autour de la table, et Céline attend le bon moment pour annoncer la nouvelle. Son père est fatigué comme toujours, après ses journées à l'usine textile où il travaille depuis 25 ans, et sa mère sert la soupe sans dire un mot, après son service à la supérette. Chloé, sa sœur aînée de 21 ans, est scotchée à son téléphone, en train de prendre des selfies pour Instagram, où elle joue à l'influenceuse devant ses 45 000 abonnés. Céline pose la lettre sur la table et prend une grande inspiration avant de parler. J'ai reçu une réponse de l'Université de Lyon. J'ai été acceptée avec une bourse complète. Le silence qui tombe est si lourd qu'elle entend le tic-tac de l'horloge murale et le bruit de la cuillère de son père qui se pose dans son assiette. Il lève les yeux vers elle avec une expression qu'elle ne reconnaît pas tout de suite, mais qui ressemble à de la colère mêlée de quelque chose de plus sombre. Une bourse pour quoi faire ? Céline sent son cœur battre trop vite, mais elle essaie de garder sa voix stable. Pour étudier l'informatique, papa. La bourse couvre tout, donc ça ne vous coûtera rien. Tu vas travailler ici et donner ton salaire à la famille. Sa mère approuve d'un hochement de tête, sans même la regarder, en continuant à manger sa soupe comme si de rien n'était. Céline sent les larmes monter, mais les retient de toutes ses forces, parce qu'elle refuse de pleurer devant eux. Elle essaie encore une fois, la voix tremblante. « Maman, c'est ma vie !» Chloé éclate de rire en levant enfin les yeux de son téléphone, et ce rire est si méprisant que Céline a l'impression de recevoir une gifle. « Toi, à l'université, moi seule suis née pour briller. Toi, tu n'es personne. » Le père se lève brusquement, et sa chaise grince contre le carrelage dans un bruit qui résonne comme un coup de feu dans le silence de la cuisine. Il pointe son doigt vers Céline avec une violence qu'elle ne lui a jamais vue et prononce les mots qui vont tout briser. « Si tu acceptes cette bourse, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Tu ne seras plus notre fille. » Céline le regarde et cherche dans ses yeux une trace d'amour ou de regret ou n'importe quoi qui ressemblerait à de l'humanité. Mais il n'y a rien. Juste cette colère froide et définitive. Elle murmure d'une voix qu'elle reconnaît à peine, tant elle est brisée. « Papa, s'il te plaît. » Mais il tourne le dos et quitte la cuisine sans ajouter un mot. Sa mère le suit comme une ombre silencieuse, et Chloé reste à table avec ce sourire aux lèvres qui dit qu'elle a gagné une fois de plus. Elle lance une dernière phrase avant de partir. « Fais ce que tu veux. On s'en fout de toute façon. » Céline passe la nuit assise sur son lit, avec la lettre d'acceptation dans les mains et le cœur déchiré entre deux mondes impossibles à réconcilier. D'un côté, cette famille qui l'étouffe depuis toujours et qui ne croit pas en elle, et de l'autre, une vie qu'elle ne connaît pas encore, mais qui brille comme une promesse dans le noir. Elle pleure jusqu'à l'aube, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, et jusqu'à ce que quelque chose se brise en elle pour se recomposer autrement. Au matin, elle fait son sac avec 3 vêtements, une brosse à dents, les 50 € qu'elle a économisés, et la lettre de l'université pliée contre son cœur. Elle descend à la cuisine et pose un mot sur la table avec juste quelques mots écrits d'une main tremblante. « Je vous aime, mais je choisis ma vie. » Puis, elle sort de la maison sans se retourner, avec le cœur en 1000 morceaux, mais les pieds qui avancent vers la gare. Dans le train pour Lyon, elle regarde le paysage défiler derrière la vitre et essaie de ne pas penser à ce qu'elle vient de laisser derrière elle. Son téléphone vibre. Un message de Chloé. Elle hésite avant de l'ouvrir, puis lit les mots qui s'affichent à l'écran. « Ne reviens jamais. Tu es morte pour nous. » Céline éteint son portable et appuie sa tête contre la vitre froide en fermant les yeux très fort pour ne pas pleurer encore. Pour la première fois de sa vie, elle ne sait pas où elle va dormir ce soir. Mais pour la première fois aussi, elle est libre. Céline arrive à Lyon à la gare Pardieu, avec son petit sac à dos et 50 € en poche. La ville est immense et bruyante, et elle ne connaît personne. Sa bourse ne sera versée que dans 2 semaines, et elle n'a nulle part où dormir ce soir.
Elle marche dans les rues pendant des heures en cherchant un hôtel pas cher, mais même les moins chers coûtent 40 € la nuit, et elle sait qu'elle ne peut pas se le permettre. Quand la nuit tombe, elle retourne à la gare et s'assoit sur un banc dans le hall principal avec son sac serré contre elle. Elle dort là cette nuit-là, et les 2 nuits suivantes en se lavant dans les toilettes publiques et en buvant l'eau des fontaines pour ne pas avoir faim. Le 3e soir, assise sur le même banc glacé, elle n'a plus mangé depuis 36 heures et commence à se demander si elle n'a pas fait la plus grande erreur de sa vie. Elle sort son téléphone avec des mains tremblantes et compose le numéro de sa mère. Son doigt hésite au-dessus du bouton d'appel. Elle va craquer. Elle va supplier de revenir à la maison et promettre de travailler à l'usine et d'oublier l'université. À ce moment précis, une jeune fille de son âge passe devant elle en riant aux éclats avec ses amies, toutes avec des sacs à dos d'étudiantes sur l'épaule, libres et heureuses et pleines de vie. Céline les regarde disparaître dans la foule et quelque chose se déclenche en elle. Elle efface le numéro, range le téléphone, pleure silencieusement pendant 10 minutes, mais ne téléphone pas. Le lendemain matin, elle voit une annonce sur un panneau d'affichage de la gare. Boulangerie industrielle, cherche personnel pour travail de nuit, 4 heures à 8 heures du matin, paiement immédiat. Elle note l'adresse et s'y rend en marchant pendant 40 minutes. Le patron la regarde de haut en bas et hausse les épaules. Tu commences demain. 50 € par nuit, payé cash le vendredi. Céline accepte sans hésiter, même si elle sait que ça signifie 4 heures de sommeil par nuit maximum quand les cours commenceront. Elle dort encore 3 nuits à la gare en attendant son premier paiement, puis loue une chambre minable dans un foyer pour jeunes travailleurs à 15 € la nuit. Les cours à l'université commencent la semaine suivante et elle découvre un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les autres étudiants arrivent avec leurs ordinateurs portables neufs et leurs vêtements propres et leur rire facile pendant qu'elle sent la farine et s'endort en plein cours de programmation parce qu'elle n'a dormi que 3 heures. Un matin, après un cours particulièrement difficile, une professeure l'appelle. Madame Bertrand, la responsable du département informatique. Une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes et un regard perçant. Céline pense qu'elle va être renvoyée pour s'être endormie pendant le cours. « Asseyez-vous, Céline. J'ai regardé vos notes des 3 premières semaines. Vous avez 18 sur 20 en algorithmique, 16 en base de données, 17 en programmation orientée objet. Vous êtes brillante. » Céline reste silencieuse, les larmes aux yeux, incapable de parler. « Mais vous allez vous détruire si vous continuez comme ça. Vous dormez où exactement ?» Et tout sort. La gare Pardieu, le foyer miteux. Les nuits de 4 heures. La boulangerie à l'aube. Madame Bertrand l'écoute sans l'interrompre, puis décroche son téléphone et passe 3 appels. Le premier au Crous, pour obtenir une chambre universitaire d'urgence. Le deuxième au service informatique de l'université, pour un poste d'assistante technique 15 heures par semaine, payé 900 € par mois. Le troisième à la boulangerie pour démissionner à sa place. Une semaine plus tard, Céline emménage dans une chambre de 9 mètres carrés à la résidence universitaire, avec un lit, un bureau et une fenêtre qui donne sur le campus. Elle s'assoit sur le lit et pleure pendant 1 heure entière. Pas de tristesse cette fois, mais de gratitude pure. C'est la première fois depuis qu'elle est partie de chez elle que quelqu'un croit en elle. Le soir même, elle crée un compte Instagram privé, sans montrer son visage, et commence à documenter son parcours avec des photos de sa chambre, de ses cours, de ses nuits d'études. Elle écrit dans la bio « La fille qui a tout quitté ». En 3 mois, elle a 2000 abonnés qui suivent son histoire et l'encouragent dans les commentaires. Un soir de décembre, alors qu'elle étudie pour ses examens du premier semestre, elle reçoit un message privé sur Instagram. Compte anonyme. Pas de photo de profil. Juste 6 mots qui glacent le sang dans ses veines. « Je connais ta famille, fais attention. » Céline passe les 3 jours suivants à regarder par-dessus son épaule et à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Mais le compte anonyme ne réapparaît plus. Elle essaie de se convaincre que ce n'était qu'un inconnu malveillant qui prenait plaisir à effrayer les gens sur Internet sans raison, mais l'angoisse reste collée à sa peau comme une ombre. Elle se concentre sur ses études et réussit brillamment ses examens du premier semestre avec une moyenne de 17 sur 20 qui la classe dans les 5 meilleurs étudiants de sa promotion. En janvier, un professeur la convoque pour lui proposer un stage rémunéré dans une start-up lyonnaise spécialisée en cybersécurité.
Le salaire est de 1 000 € par mois, en plus de sa bourse et de son travail d'assistante, et pour la première fois depuis qu'elle est arrivée à Lyon, elle commence à respirer vraiment. Elle peut manger 3 repas par jour. Elle peut acheter des livres. Elle peut dormir 7 heures par nuit au lieu de 4. C'est aussi en janvier qu'elle reçoit un appel d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Une voix de femme, chaleureuse mais prudente. « Céline, je m'appelle Simone. Je suis la sœur de ta mère, ta tante. » Céline reste sans voix pendant plusieurs secondes parce qu'elle ne savait même pas que sa mère avait une sœur. Jamais personne n'en avait parlé à la maison. Jamais elle n'avait vu de photos. Jamais elle n'avait entendu le moindre prénom. « Je vis à Paris depuis 20 ans. Et je viens d'apprendre ce qui s'est passé avec toi. Une amie commune m'a parlé de ton compte Instagram. Et j'ai compris que c'était toi. J'ai quitté cette famille il y a exactement 20 ans pour les mêmes raisons que toi. » Simone lui raconte son histoire au téléphone pendant 2 heures. Comment, à 25 ans, elle avait refusé d'épouser un homme que ses parents avaient choisi pour elle, et comment il l'avait effacée de leur vie, comme si elle n'avait jamais existé. Comment elle avait reconstruit sa vie à Paris, seule, sans argent, exactement comme Céline le fait maintenant à Lyon. Et comment elle a appris avec les années que leur famille fonctionne comme ça depuis toujours, en écrasant ceux qui veulent être libres et en glorifiant ceux qui obéissent. Ta sœur Chloé n'est pas brillante, Céline. Elle a raté 3 fois le baccalauréat. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Tes parents ont investi tout leur ego en elle parce qu'elle est docile et qu'elle fait ce qu'on lui dit. Toi, tu les menaçais parce que tu es intelligente et que tu voulais autre chose. Ils ne pouvaient pas le supporter. Cette révélation bouleverse quelque chose de profond en Céline. Toutes ces années à croire qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'était personne, que Chloé était celle qui brillait, et maintenant elle comprend que c'était un mensonge, que c'était de la manipulation, que ce n'était pas elle le problème mais eux. Simone devient sa confidente et son soutien émotionnel. Elles se parlent au téléphone tous les week-ends, et Simone lui envoie parfois des petits colis avec des livres, ou du thé, ou des mots d'encouragement écrits à la main. Pour la première fois depuis qu'elle a quitté sa famille, Céline sent qu'elle a quelqu'un dans son camp, quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'elle traverse. En mars, elle publie un message sur Instagram sans montrer son visage. Juste un texte sur fond noir avec une question simple. Et si votre famille avait tout fait pour vous détruire parce qu'elle avait peur de votre lumière? En quelques heures, son message se propage partout sur les réseaux sociaux, comme une traînée de poudre. Des dizaines de milliers de personnes le partagent avec leurs proches. Des centaines lui écrivent pour raconter qu'elles aussi ont été rejetées par leur famille, pour lui dire qu'elle a mis des mots sur une douleur qu'elle portait en silence depuis des années. Une mère de 50 ans lui écrit qu'elle pleure en lisant son histoire parce que c'est exactement ce qu'elle a vécu à 20 ans. Un jeune homme de 22 ans lui dit qu'elle lui a donné le courage de partir de chez lui. Une semaine plus tard, elle reçoit un email d'un producteur de France 2, la grande chaîne nationale, qui veut faire un documentaire sur les jeunes qui réussissent malgré le rejet familial et qui aimeraient la rencontrer. Céline hésite pendant 3 jours, puis en parle à Simone qui lui dit simplement « C'est ton histoire, c'est ton choix, mais réfléchis bien parce que si tu le fais, il n'y aura pas de retour en arrière. » Céline regarde son reflet dans le miroir de sa petite chambre universitaire et se pose la question qui change tout. Est-ce qu'elle a encore peur d'eux ou est-ce qu'elle est prête à vivre debout? Céline termine sa licence avec mention très bien et une moyenne générale de 17 sur 20 qui la place dans les 3 premiers de sa promotion. La start-up lyonnaise où elle fait son stage lui propose un contrat à durée indéterminée avec un salaire de 2 400 € par mois, ce qui est rare pour une jeune diplômée tout juste sortie de l'université. Elle accepte sans hésiter et s'inscrit en parallèle dans un master en alternance qui lui permettra de continuer à apprendre tout en travaillant. Pour la première fois de sa vie, elle a de l'argent sur son compte bancaire. Elle peut manger ce qu'elle veut quand elle veut, elle peut s'acheter des vêtements neufs, et elle dort dans un vrai lit, dans un vrai appartement qu'elle paie avec son propre salaire. Au travail, elle développe un algorithme de détection de fraude qui permet à l'entreprise d'économiser 300 000 € en 6 mois, et son directeur Thomas, un homme de 35 ans divorcé et respectueux, qui ne la traite jamais comme une débutante mais comme une collègue à part entière, devient son mentor professionnel. Il lui apprend à négocier, à présenter ses idées en réunion, à défendre ses positions sans s'excuser d'exister.
C'est la première figure masculine positive qu'elle rencontre depuis qu'elle a quitté sa famille, et elle comprend enfin ce que signifie être encouragée au lieu d'être écrasée. Pendant ce temps, tante Simone continue de l'appeler tous les week-ends, et un samedi après-midi, elle lui envoie une capture d'écran du compte Instagram de Chloé. 45 000 abonnés, des photos dans des restaurants chics, des sacs de luxe, des voyages à Dubaï, une vie apparemment parfaite. Simone ajoute un message qui suit la capture d'écran. Regarde bien, et elle envoie ensuite un lien vers un article du journal local qui titre en gros caractères « Famille surendettée, risque de saisie de la maison familiale pour avoir financé le train de vie de leur fille aînée ». Céline lit l'article avec un mélange de stupéfaction et de tristesse. Chloé n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Tous les restaurants, tous les voyages, tous les sacs sont payés par leurs parents, qui se sont endettés à hauteur de 60 000 € pour maintenir l'illusion que leur fille parfaite réussit. Les sacs de luxe sont des contrefaçons achetés sur des sites douteux. Les voyages à Dubaï sont des photos prises dans le hall d'hôtel 5 étoiles où elle ne dort jamais. Les restaurants sont payés avec la carte bancaire du père qui travaille 60 heures par semaine pour rembourser les dettes. Et ce n'est pas tout. Simone lui envoie un autre lien vers un compte qui dénonce les fausses influenceuses et qui a exposé publiquement Chloé pour avoir acheté 30 000 faux abonnés. Les commentaires sont impitoyables. Fraude, menteuse, pathétique. En quelques jours, Chloé supprime 200 photos de son compte dans une panique visible, mais les captures d'écran circulent déjà partout. Le producteur de France 2 recontacte Céline avec une proposition concrète. Un documentaire de 52 minutes diffusé en prime time sur les jeunes qui réussissent, malgré le rejet familial. Elle serait l'un des 3 témoignages principaux. Céline refuse d'abord parce qu'elle a peur que sa famille la retrouve, qu'ils débarquent chez elle, qu'ils la détruisent encore une fois. Mais le producteur insiste avec des arguments qui résonnent en elle. Votre témoignage pourrait sauver d'autres jeunes qui vivent ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas obligé de citer les noms de votre famille. Vous avez le droit de raconter votre propre histoire. Thomas lui dit la même chose quand elle lui en parle au bureau. Tu as passé 3 ans à te cacher, Céline. À un moment, il faut choisir entre vivre dans la peur et vivre debout. Elle réfléchit pendant une semaine entière, puis accepte à condition que son anonymat soit garanti jusqu'à la diffusion. Le tournage dure 3 jours dans son appartement, à l'université, dans les rues de Lyon, où elle a marché quand elle est arrivée sans rien. Elle raconte tout devant la caméra. La gare, par Dieu. Les nuits sans manger. La boulangerie à 4 heures du matin. Madame Bertrand qui lui a sauvé la vie. Son algorithme qui a fait économiser 300 000 € à l'entreprise. Elle pleure à plusieurs reprises pendant le tournage, mais ce ne sont plus des larmes de honte. Ce sont des larmes de fierté. Le documentaire est programmé pour être diffusé dans 1 mois sur France 2 en prime time. Céline prévient Simone qui lui répond avec une phrase simple mais lourde de sens. « Sois prête, ma chérie. Ils vont réagir et ça ne sera pas joli. » 2 semaines avant la diffusion, Céline reçoit un message Facebook de Chloé. Le premier contact en 4 ans. Elle hésite pendant 10 minutes avant de l'ouvrir, puis lit les mots qui s'affichent à l'écran. « J'ai vu ton Instagram. Je sais que c'est toi. Si tu parles de nous publiquement, tu vas le regretter. » Céline lit le message de Chloé 10 fois, en essayant de contrôler la panique qui monte dans sa poitrine. Comment a-t-elle trouvé son Instagram? Est-ce qu'elle sait où elle habite? Est-ce qu'elle va vraiment venir à Lyon? Pendant 2 jours, elle dort mal et sursaute à chaque bruit dans le couloir de son immeuble. Elle contacte le producteur de France 2 pour lui dire qu'elle veut annuler sa participation au documentaire, mais il lui répond avec calme qu'elle a tout son temps pour réfléchir et qu'il comprend parfaitement ses peurs. C'est Thomas qui la ramène à la raison. Un midi au bureau, il la voit les yeux rouges et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui raconte tout. Le message de Chloé, la menace, la terreur de se retrouver face à sa famille après 4 ans de silence. Thomas la regarde droit dans les yeux et lui dit une phrase qui va tout changer. « Céline, tu as passé 4 ans à te cacher et à construire une vie magnifique malgré tout ce qu'ils t'ont fait. À un moment, il faut choisir entre vivre dans la peur ou vivre debout. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire maintenant? Tu as un travail, un appartement, des amis, un avenir. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu leur donnes. » Ces mots résonnent en elle pendant des jours. Elle réalise qu'elle a effectivement construit une vraie vie, qu'elle gagne son propre argent, qu'elle a des gens qui croient en elle,
qu'elle n'a plus besoin de leur validation ou de leur amour. Elle rappelle le producteur et lui dit qu'elle maintient sa participation. Le documentaire sera diffusé comme prévu. C'est aussi à cette période qu'elle rencontre Alexandre. Il travaille dans la même entreprise qu'elle. Développeur back-end de 28 ans, calme et empathique avec un sourire discret et une façon de l'écouter sans jamais l'interrompre. Ils commencent à déjeuner ensemble, puis à prendre des cafés après le travail, puis à se promener le long de la Saône le week-end. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est quelque chose de plus profond et de plus lent, une connexion qui se construit jour après jour. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où Céline a craqué en pensant au documentaire qui approche, Alexandre la prend dans ses bras et la laisse pleurer pendant 20 minutes sans rien dire. Puis il murmure contre ses cheveux. « Tu n'es pas seule, Céline. Plus jamais. » Leur premier baiser a lieu une semaine plus tard sur un banc au bord du fleuve, et Céline sent quelque chose se dénouer en elle, quelque chose qu'elle croyait cassé pour toujours. Elle découvre qu'on peut être aimé pour ce qu'on est, et non pour ce qu'on accepte de devenir pour plaire aux autres. Le documentaire est programmé pour être diffusé dans 2 semaines. Céline prévient Simone qui lui répond « Je serai devant ma télévision et je serai fière de toi quoi qu'il arrive. » Elle prévient aussi Alexandre qui lui prend la main et lui dit simplement « Je serai là. » La veille de la diffusion, le téléphone de Céline sonne avec un numéro qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans. Le numéro de sa mère. Elle ne décroche pas. Le téléphone sonne encore. Elle ne décroche toujours pas. Puis 3 messages vocaux arrivent l'un après l'autre. Elle les écoute en tremblant, assise sur son canapé avec Alexandre à côté d'elle. La voix de sa mère, chevrotante et nerveuse. « Céline, s'il te plaît, réponds-moi, on doit te parler, c'est important. Rappelle-nous, s'il te plaît. » Céline efface les messages, éteint son téléphone et se blottit contre Alexandre. Demain soir, 4 millions de personnes vont voir son visage et entendre son histoire. Et elle est prête. Le documentaire passe à la télévision un mardi soir à 21h sur France 2 et 4 200 000 personnes le regardent en direct. Céline apparaît à visage découvert pour la première fois depuis qu'elle a commencé à documenter son parcours sur Instagram. Elle raconte tout avec une voix calme mais chargée d'émotion. Le rejet à 18 ans. Les 3 nuits à la gare Pardieu sans manger. La boulangerie à 4 heures du matin. Les cours où elle s'endormait parce qu'elle n'avait dormi que 3 heures. Madame Bertrand qui lui a tendu la main. Son premier salaire. Son algorithme qui a fait économiser 300 000 € à l'entreprise. Elle ne cite jamais les noms de sa famille, mais elle dit clairement devant la caméra « Mes parents m'ont dit que je n'étais personne et que je ne serais jamais personne. Aujourd'hui, je suis ingénieure en cybersécurité. Je gagne ma vie. J'ai des gens qui m'aiment et qui croient en moi. J'ai choisi ma dignité plutôt que leur approbation. » Le lendemain matin à 9h, la mère de Céline entre dans la boulangerie de son quartier comme elle le fait tous les mercredis depuis 20 ans. Madame Rousseau, la voisine, est déjà là devant le comptoir en train d'acheter une baguette. Elle se retourne en voyant entrer la mère de Céline et son visage s'illumine d'un grand sourire. « Oh, j'ai vu votre fille à la télévision hier soir. Quel parcours incroyable. Quelle fierté pour vous, non? Une ingénieure qui gagne si bien sa vie après tout ce qu'elle a traversé. » La mère de Céline se fige complètement et son visage pâlit d'un coup. Une autre cliente qui attendait son tour se retourne elle aussi, avec des yeux ronds. « Ah oui, c'est vrai. C'est votre fille qui a dormi dans la gare pendant 3 jours. Mon Dieu, comment avez-vous pu la mettre dehors comme ça à 18 ans? » J'ai pleuré en regardant le documentaire. Le silence tombe dans la boulangerie. Et 5 paires d'yeux se tournent vers la mère de Céline qui balbutie quelque chose d'incompréhensible. Madame Rousseau fronce les sourcils et reprend d'une voix plus froide. « Vous l'avez vraiment mise à la rue parce qu'elle voulait faire des études? Je l'ai entendu dans le documentaire. Quelle honte, franchement. » La mère de Céline sort de la boulangerie sans acheter son pain, les larmes aux yeux, mais ce ne sont pas des larmes de remords, ce sont des larmes d'humiliation publique devant des voisines qu'elle connaît depuis 30 ans. Au même moment dans l'usine textile, le père de Céline arrive à la pause café et 3 de ses collègues sont déjà là en train de discuter. L'un d'eux le voit et lance avec un sourire narquois. « Hé Moreau, c'est ta fille qu'on a vue hier soir à la télé, celle qui dormait à la gare Pardieu ?» Un autre ajoute en ricanant. « Belle éducation, dis donc, la mettre dehors comme ça, bravo. » Le père de Céline explose et hurle. « Ça suffit, taisez-vous tous. » Le contremaître sort de son bureau et intervient sèchement. « Moreau, dans mon bureau immédiatement.
Il reçoit un avertissement écrit pour comportement agressif envers ses collègues. Sa réputation à l'usine où il travaille depuis 28 ans est détruite en une matinée. Pendant ce temps, le téléphone de Céline n'arrête pas de sonner. Chloé lui laisse 15 messages vocaux de plus en plus furieux. « Comment oses-tu nous humilier publiquement? Tu nous as détruits. Tu vas payer pour ça. » Mais Céline reçoit aussi 10 000 messages de soutien sur Instagram. Des jeunes qui écrivent « Grâce à toi, j'ai eu le courage de partir de chez moi. » Des parents qui écrivent « J'ai compris que j'étouffais mon enfant. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Des femmes de 50 ans qui racontent qu'elles ont vécu la même chose il y a 30 ans et qu'elles croyaient être les seules. Céline réalise pour la première fois l'impact réel de son témoignage. Elle n'a pas seulement raconté son histoire, elle a donné une voix à des milliers de personnes qui souffraient en silence. Une semaine après la diffusion, Alexandre et Céline sont dans l'appartement, en train de dîner tranquillement, quand on sonne à l'interphone avec insistance. Céline décroche et reconnaît immédiatement la voix de Chloé qui hurle « Sors, Céline, on doit te parler, descends immédiatement !» Elle regarde Alexandre qui lui prend la main et lui dit calmement « Tu veux que je descende avec toi ou tu veux que j'appelle la police ?» Céline respire profondément et répond « Descends avec moi, je suis prête à les affronter. » Céline descend les escaliers avec Alexandre à ses côtés et son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles. Quand elle pousse la porte de l'immeuble, ils sont là tous les trois sur le trottoir. Son père a vieilli, les cheveux gris, le dos un peu voûté, les traits tirés par la fatigue et la colère. Sa mère a les yeux rouges comme si elle avait pleuré pendant des jours. Et Chloé est exactement comme dans ses photos Instagram, maquillée à la perfection, habillée comme si elle allait à une soirée, mais avec une rage froide dans le regard. Le père prend la parole en premier, et sa voix tremble de fureur contenue. « Tu nous as humiliés à la télévision devant toute la France. Comment oses-tu raconter des mensonges sur ta propre famille ?» Céline le regarde droit dans les yeux, et sa voix est plus calme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Je n'ai raconté aucun mensonge. J'ai dit la vérité. Vous m'avez mise dehors à 18 ans, parce que je voulais étudier. » Chloé éclate d'un rire méprisant et fait un pas en avant comme si elle voulait intimider sa sœur. « Tu crois que tu es quelqu'un maintenant avec ton petit copain et ton petit salaire et ta petite vie? Tu n'es toujours personne, Céline. Tu seras toujours personne. » Mais avant que Céline puisse répondre, quelque chose se passe. Des portes s'ouvrent dans l'immeuble. Madame Lefebvre, la voisine du 3e étage qui a 72 ans et marche avec une canne, sort sur son balcon. Puis Monsieur Dupuis du 2e étage apparaît sur le pas de sa porte. Puis 3 autres voisins sortent dans le hall. Madame Lefebvre descend les escaliers lentement en s'appuyant sur sa canne et vient se planter directement devant le père de Céline. J'ai vu le documentaire. Toute la résidence l'a vu. Cette jeune femme a survécu à la gare Pardieu pendant 3 jours sans manger à cause de vous. Vous devriez avoir honte au lieu de venir hurler devant chez elle. Le père essaie de répliquer mais sa voix manque de conviction. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. C'est plus compliqué que... Monsieur Dupuis le coupe sèchement. On connaît suffisamment. Vous avez mis votre fille à la rue parce qu'elle voulait étudier. Maintenant laissez-la tranquille et partez d'ici. Les 5 voisins forment une sorte de barrière humaine entre Céline et sa famille. Chloé essaie de contourner Madame Lefebvre pour s'approcher de Céline, mais la vieille dame tape sa canne sur le sol avec autorité. Votre sœur, vous l'avez traitée de personne pendant des années. Vous lui avez dit qu'elle ne serait jamais rien. Elle n'est plus votre sœur. Elle est notre voisine, et nous la protégeons. Le père recule d'un pas, visiblement déstabilisé par cette opposition collective de parfaits inconnus qui prennent le parti de Céline. La mère pleure, mais Céline sait maintenant reconnaître ses larmes. Ce ne sont pas des larmes de remords ou d'amour, ce sont des larmes d'orgueil blessé et d'humiliation sociale. Chloé crache un dernier venin avant de partir. « Tu vas le payer, Céline. Tu vas vraiment le payer. » Ils s'en vont tous les 3 en direction de leur voiture garée plus loin dans la rue et les voisins restent sur place jusqu'à ce qu'ils soient partis. Puis Madame Lefebvre se tourne vers Céline et lui tapote gentiment l'épaule. « Courage, ma petite. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ne les laissez jamais vous faire croire le contraire. » Les voisins remontent lentement chez eux et Céline reste là sur le trottoir, tremblante, les larmes aux yeux mais debout. Alexandre la serre dans ses bras et elle réalise qu'elle vient de franchir une étape qu'elle croyait impossible. Elle leur a tenu tête. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas supplié. Elle est restée debout. 3 jours plus tard,
elle reçoit un courrier recommandé d'un cabinet d'avocats. Ses parents la poursuivent en justice pour diffamation publique et atteinte à l'honneur familial. Ils réclament 50 000 € de dommages et intérêts. Céline lit la lettre 2 fois puis s'assoit sur son canapé, le souffle coupé, et comprend que la vraie bataille ne fait que commencer. Céline passe les premiers jours après avoir reçu la lettre des avocats dans un état de panique totale. 50 000 €, c'est une somme qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura jamais, même en travaillant pendant des années. Elle contacte le producteur du documentaire, qui la rassure immédiatement et lui met en contact avec Maître Dupont, un avocat bénévole spécialisé dans les violences familiales psychologiques et membre d'une association qui défend gratuitement les victimes de manipulations familiales. Maître Dupont la reçoit dans son cabinet parisien et lui explique la situation avec une clarté rassurante. Votre témoignage dans le documentaire est protégé par la liberté d'expression. Vous n'avez cité aucun nom, vous n'avez fait aucune accusation mensongère, vous avez simplement raconté votre propre histoire vécue. Ils n'ont aucune chance de gagner ce procès. Aucune. Le procès a lieu 6 mois plus tard, au tribunal de grande instance, et la salle d'audience est remplie à craquer. Plusieurs journalistes locaux sont présents parce que l'affaire a fait du bruit dans les médias régionaux. Chloé témoigne contre Céline, en inventant des mensonges avec une facilité déconcertante. Elle affirme que Céline a volé de l'argent avant de partir, qu'elle a coupé tout contact avec la famille par méchanceté pure, qu'elle les a abandonnés alors qu'ils avaient besoin d'elle. Mais tante Simone témoigne ensuite en faveur de Céline et raconte devant le tribunal comment elle-même a été effacée de cette famille il y a 20 ans pour avoir refusé un mariage forcé. Cette famille détruit systématiquement tous ceux qui veulent être libres. J'en ai été victime il y a 20 ans. Céline en est victime aujourd'hui. Ce procès n'est qu'une tentative supplémentaire de la contrôler et de la punir pour avoir osé exister en dehors de leur emprise. Alexandre témoigne également et raconte l'état dans lequel il a rencontré Céline il y a 2 ans. Traumatisé, en reconstruction permanente, incapable de croire qu'on puisse l'aimer sans vouloir la détruire. Madame Bertrand, la professeure qui lui a sauvé la vie, vient aussi témoigner devant le tribunal. Quand Céline est arrivée dans mon cours, elle dormait 3 heures par nuit et travaillait à la boulangerie avant l'aube. Elle pleurait entre 2 cours. Elle survivait à peine, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a réussi par pure volonté et par un courage que très peu de gens possèdent. Le juge délibère pendant 1 heure, puis revient dans la salle pour rendre son verdict. Il ne se contente pas de débouter les parents. Il les condamne à une amende de 2 000 € pour procédure abusive et vexatoire. Puis, il fait quelque chose de rare dans un tribunal français. Il prononce un sermon public qui résonne dans toute la salle. Vous avez jeté votre fille à la rue à 18 ans parce qu'elle voulait faire des études. Elle a dormi dans une gare. Elle a failli mourir de faim. Elle a survécu seule sans votre aide. Et aujourd'hui, vous la poursuivez en justice parce qu'elle a osé raconter publiquement la vérité sur ce que vous lui avez fait subir. Vous devriez être poursuivi pour maltraitance psychologique, pas elle, pour diffamation. Cette sentence devrait être lue dans toutes les écoles de France, pour rappeler que les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. La salle applaudit spontanément malgré les rappels à l'ordre de l'huissier. Le père et la mère sortent du tribunal la tête basse, sous les regards accusateurs des journalistes et des curieux présents dans la salle. Le lendemain, un journal régional titre en première page « Parents poursuivent leur fille en justice après l'avoir rejetée à 18 ans et sont condamnés par le juge ». L'article est partagé 200 000 fois sur les réseaux sociaux en 48 heures. Céline gagne le procès, mais elle ne ressent pas de joie. Juste un immense vide et une tristesse profonde. Elle réalise qu'elle attendait encore, quelque part au fond d'elle-même, qu'ils reconnaissent leur tort, qu'ils s'excusent, qu'ils redeviennent des parents. Mais ça n'arrivera jamais. Simone lui dit au téléphone ce soir-là « Tu es libre maintenant, Céline. Vraiment libre. Ils ne pourront plus jamais rien contre toi. » 2 ans passent. Céline a 25 ans. Elle est promue lead développeuse dans son entreprise avec un salaire de 3 200 € par mois. Alexandre et elle emménagent ensemble dans un appartement plus grand avec 2 chambres et une vraie cuisine. Un matin de printemps, elle reçoit une invitation par email. Une conférence TEDx à Paris avec pour thème « Choisir sa famille ». On lui propose d'être l'une des intervenantes principales. Elle hésite pendant 3 jours puis accepte.
Céline monte sur la scène du TEDx Paris, devant 2000 personnes assises dans un silence absolu. Elle porte une robe bleue marine sobre et élégante, les cheveux détachés, le regard clair et assuré. Elle n'a plus rien de la jeune fille terrorisée qui dormait sur un banc de la gare Pardieu il y a 7 ans. Elle prend une grande inspiration et commence à parler d'une voix calme, mais chargée d'une émotion qui traverse toute la salle. On m'a dit un jour que je n'étais personne et que je ne serais jamais personne. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était vrai. J'ai cru que ma valeur dépendait de l'approbation de ceux qui m'avaient mise au monde. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental au fil de ces années. La valeur d'une personne ne dépend pas de ceux qui la rejettent, elle dépend de ceux qui choisissent de l'aimer, et surtout de la capacité qu'on a de s'aimer soi-même malgré tout. Elle raconte son histoire sans rien cacher. Le rejet, la gare, la faim, la peur, mais aussi Madame Bertrand, Tante Simone, Thomas, Alexandre, les voisins qui ont formé une barrière humaine pour la protéger. Elle explique qu'elle a reconstruit une famille, pas de sang cette fois, mais de choix et d'amour véritable. Puis elle fait signe vers les premiers rangs où sont assis Simone, Alexandre et Madame Bertrand, et sa voix se brise légèrement. Voici ma vraie famille, celle qui m'a choisie, celle qui a cru en moi quand je ne croyais plus en rien. Elle reprend son souffle et annonce quelque chose que personne dans la salle ne sait encore. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ingénieure en cybersécurité. J'ai créé il y a 1 an une association qui aide financièrement les jeunes coupés de leur famille à cause de leur choix de vie. Parce que personne ne devrait dormir dans une gare comme j'ai dormi. Personne ne devrait croire qu'il n'est personne comme j'ai cru que je n'étais personne. Elle fait signe à une jeune fille de 19 ans, assise au premier rang qui se lève en tremblant et monte sur scène. Les larmes coulent sur ses joues. Voici Léa. Il y a 6 mois, ses parents l'ont mise à la porte, parce qu'elle voulait devenir médecin au lieu d'épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour elle. Aujourd'hui, elle est en première année de médecine, grâce à l'aide de l'association. Elle ne sera pas la dernière. Léa la serre dans ses bras en pleurant et murmure assez fort pour que le micro capte ses mots. « Vous m'avez sauvé la vie ». La salle explose en applaudissements et beaucoup de gens dans le public pleurent ouvertement. Céline réalise à cet instant qu'elle n'est plus seulement quelqu'un, elle est devenue celle qui aide d'autres à le devenir. La conférence fait 15 millions de vues en ligne en 2 semaines. Céline devient une figure inspirante, citée dans les journaux et invitée dans des émissions de radio pour parler de résilience et de reconstruction. 6 mois plus tard, elle publie un livre intitulé simplement « Personne, comment j'ai choisi d'exister ». Le jour de la séance de dédicace à la librairie, 200 personnes font la queue pour obtenir un exemplaire signé. Soudain, Céline lève les yeux et voit sa mère au fond de la file, tenant le livre entre ses mains tremblantes. Elle avance lentement jusqu'à arriver devant Céline. Les larmes coulent sur son visage et elle murmure d'une voix brisée « Je suis désolée, je suis fière de toi ». Céline la regarde longuement sans dire un mot. Puis elle répond d'une voix calme mais ferme, assez forte pour que les gens autour entendent. « Je suis désolée, madame, mais je ne vous connais pas. » La mère ouvre la bouche, cherche ses mots, balbutie. « Céline. » Mais Céline répète avec la même douceur implacable. « Je ne vous connais pas. » « Bonne journée. » La mère recule comme si elle avait reçu une gifle, sort de la librairie en pleurant et disparaît dans la foule. Une femme dans la file murmure à sa voisine. « C'est qui cette dame ?» L'autre hausse les épaules. « Aucune idée. Sûrement quelqu'un qui se prend pour une fan. » 1 an plus tard, Céline a 27 ans. Elle est assise à son bureau dans l'appartement qu'elle partage avec Alexandre et elle commence à écrire son 2e livre. Le titre s'affiche à l'écran. Choisir. L'art de se reconstruire sans attendre le pardon. Elle tape la dédicace avec un sourire apaisé sur les lèvres. À toutes les Célines du monde. Vous êtes quelqu'un. Vous l'avez toujours été. Et vous n'avez besoin de la permission de personne pour exister. Elle ferme son ordinateur, regarde par la fenêtre le ciel de Paris qui s'assombrit doucement et respire profondément. Pour la première fois de sa vie, elle est en paix. Elle est libre. Elle est quelqu'un. Yuri Slam. That's a Yuri Slam. Can't even be a Yuri, man. I can't be a Yuri. You can't be a Yuri. Ooh, burn. Whoa. We need one more video. Got Yup. you. I'm
I'm gonna delete this group conversation now. Why? 'Cause You're fine, I dude. keep looking at it and it keeps reminding. No, You're well, fine. okay. Oh god, it's hunting! Oh my god, it's hunting! Oh my god, it's Make hunting. room! Dog, if you get me killed, I'm going to be upset. My headlamp's off, I promise. Oh my god. I have PTSD from yesterday. Dude, I died. I in the feel same like it would be the. Don't Hey, do hey, it! hey, hey, Don't shit! Oh my god! Oh my god! Chad, you, Chad. Can I live, bro? Can I? Hey, we got the ghost right! Woohoo! Dude, what happened? Oh no, man. Dude, don't talk to me right now. Tyler, I would never do that to you. Oh. Why are you playing in my face right now? Like you haven't done that to me. I haven't done it with the walkie. I've done it with the cursed items. So true. So many cursed items. All the cursed items. I remember when I Me started up playing to with the Wayward and I thought that she would take it easy on me because I was new. I don't care if I never come back. No, it's What, do you think you get special treatment because you're new? I'm not new now. I'm born in and new like Chad. For it's 1, 2, destruction. I think we need to play Drop the Mic. Grab the Mic. We need to play Grab the Mic. I don't Chat, do you think we need to play Grab the Mic? Grab the mic. Chat, can you guys supply us words for Grab the Mic? Hi, Bravo. Hello, Bravo. What you doing? I get nervous every time I hear a door slam. Hide and seek. You're lying to me. You're lying to my face right now. I know you're lying to me right now. Chat, is she actually doing hide and seek? Yeah, I heard the Ouija board moving around, so I just stepped outside. You know, she's not very slick or bright. Wow! She's oh dead. my god! You're not very pretty and you're not very bright. Hey, I was Huh? quoting that yesterday and nobody knew what I was talking about. I knew what you were talking about. Nobody does know. You're not very pretty and you're not very bright. Glad we had I'm this so talk. glad we had this talk. Almost suicided for real. Oh, he's naked. That's over. Is it? Did you even ask where it was at No. before you? Oh my god. All right, dude. have fun. I'm standing right here. Right here. I want to leave. I would Place is report a somebody. prison. I think we should report. We're not reporting anyone. I think we should report Wayward. No! I agree. Are you guys ready for Sunny Meadows? Oh, I found the bone. It's right we here were in the born ready, kitchen. Bravo. I'm not ready. We were born ready. We're bones ready in the for kitchen? all of the torture. No, dude. Force us to be better at this game. I don't want to be better. I want Someday- to be mediocre forever. You know what? Someday I will loop in a place that's not the frickin' I'm already Willow the Street best. couch. Literally a professional. Literally. I'm not a professional. I don't ever plan to be one. Sunny Meadows, dude. Hey, Ooh. hey man, he earned it. He got a perfect game on Point Hope on no Evie.
Even though he was, That was to play with you. even though he was too scared to do it with zero sanity, but we're not going to talk about that. Brother, I'm scared to play alone on professional. Okay. You need to toughen up. I don't need to do anything. There's a thing in here. It's on the ground. Thing. Yeah, but it was also hunting. So I is think it it in came here? from. I don't know where it came from. I was. Dude. I'm gonna go check upstairs. Dude, don't talk to me. Did you go take some sanity? No. Oh, No. I think it's in this hall. Oh, it's pink, purple bedroom. If you're ready, Bravo, we'll Kick chat out and go yeah, start. we'll join up after this game. Clutch, are you there? Looks like I'm being Mossy? removed and am available for some Rocket League. Welcome home, Mossy. Must stay. What is up, my guy? There's gotta be a ceiling spot here. Of course, there's a ceiling. It's a house. There's always a I ceiling got a spot. feeling. Got my queen bed back. W. Amen. Nothing like it. And there is. Close enough. Dude, my back hurts. Are you serious? It's an event. It's an event. I'm so traumatized, dude. Oh, hey, we have UV. Dude, not everything's a hunt. We have UV. Huh? We have UV. The oeuvre. Hey, Ectoplasm. you got a video of that? You're so good at this game. I'm so good at this game. Can I have the room for a minute? This place is a prison. This place is a Where are prison. you? Are you here? Are you friendly? Where are you? Hello? Are you a ghost? Where are you? We're alone now. You can talk to me. It's fine. Where are you? Are you here? Oh, I love that song. So good. When I hear that song, it makes me think of there was a ventriloquist that I used to watch when I was like really young. And Jeffrey? no, his name was Jeffrey Durham? Ron Lucas. Dunham? Dunham? I thought you just said don't Jeffrey remember. Dahmer. And I was- Dunham. No. no, his name was Ron Lucas, and he's the like Buffalo Billy, and he had a special that we had on VHS. Yes, I'm aging myself. Shut up, Chad. I didn't even say anything. And the beginning of it was that song. I think we're alone. Shut up, now. Egg. No one cares. I'm procrastinating unpacking. I'm gonna be honest. I still have my suitcase kind of still, like, you know, Free feed pics. is the Sounds good, Bravo. They're there? They're right there? After we're done with this investigation, we will we'll do the switch out. If you want to, I'm assuming you should probably do the lobby. But you can join a random voice chat, and then we can drag you into the streamline. when I see a guy passing a Prius, all I hear is I'm gay. Yeah. I love Jets on him. I got to see him live, and it was pretty cool. We need one more sound. 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 There's a sound. There's a sound. That'll do it. Get the sound. That'll do it. Get it. That'll Get do it. it. Get it. Get it. I'm Get it. getting it. Get I'm it. getting it. I got it. I got it. I got it. I got it. Yuck! Look at him. Yuck. Chad, get in the house, brother. Huh? Get in the house. See Alex, Warren, and June. I'm so excited. That's awesome. Going to see if we need anything else in there. Do you want me on BC? I good. might get a little Okay. annoying with the TikTok stream. Yeah, that's fine. That was scary.